Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jonathan Anglove pour son livre « Rien à perdre » aux éditions Alizio. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Alors il faut raconter votre histoire et dans ce livre, on va en parler ensemble. Vous êtes un self-made man, c'est un mot c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui, self-made man, entrepreneur de la tech, dans l'immobilier. C'est une histoire qui est vraiment émouvante que vous avez racontée donc dans ce livre et en même temps elle est remplie d'espoir parce que il y a une enfance, on va en parler, une enfance pas rose, famille d'accueil, voilà, et puis des petits boulots, et puis la création d'une licorne, valorisée plus d'1 milliard d'euros. Ça pour dire que rien ne vous destinait en tout cas à la réussite au début. Non, non, clairement. Et pourtant. Et oui, et pourtant le travail paye. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est pour ça que je l'ai appelé Rien à perdre. Parce qu'on a toujours l'impression, lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, que ce soit commencer une entreprise, que ce soit changer de boulot, que ce soit changer même de domaine d'activité, on a toujours l'impression qu'on a plein de choses à perdre. Et j'essaye d'expliquer dans ce livre qu'à travers les yeux d'un gamin qui est né dans une famille modeste et qui a fini placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, qu'en fait c'est possible et qu'on a tous rien à perdre et que ce gamin en qui personne ne croyait parce qu'il a grandi à l'aide sociale à l'enfance, à force de travail, à force de persévérance, à force d'essayer des choses, d'échouer et de parfois réussir, une fois ça fonctionnera et on réussit. Et c'est ce que j'explique dans le livre. En fait, ce que je veux, c'est surtout donner espoir aux gens, que ce soit les gamins qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles, mais que ce soit aussi toute personne qui est dans son boulot, qui n'est pas heureuse, ou qui est heureuse, mais qui veut peut-être aller plus loin et se dire, mais peut-être c'est pas possible, ça m'est pas accessible, c'est accessible qu'à une minorité de personnes qui réussissent parce qu'ils ont les bons contacts, parce qu'ils ont les parents derrière, les bons parents, ou parce qu'ils ont été formés dans les bonnes écoles. Et ben, j'essaye de prouver que tout ça, en fait, non, c'est possible de le faire. En revanche, à quelle école d'ailleurs vous avez été formé? Parce que vous avez quand même fini à l'ESCP. Hein. Oui, j'ai quand même fini à l'ESCP, mais encore une fois... En démarrant en démarrant avec une ZEP, en démarrant dans une zone d'éducation prioritaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on démarre un IUT, pas ce qu'on appelle, on va dire, la voie royale. Loin de là, je n'ai pas du tout fait de prépa, je ne suis pas passé du tout par la voie royale, je suis toujours passé par, on va dire, les petites portes qui s'ouvrent et qui existent dans les études françaises, que je critique aussi un petit peu parce qu'en fait, c'est très difficile d'accéder aux grandes écoles quand on ne vient pas des bons lycées, des bons collèges, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu un exemple il y a une semaine à peine où j'ai une personne qui m'a contacté avec qui j'étais au collège en 3e, qui était une fille brillantissime. Et quand je dis brillantissime, et j'espère qu'elle se reconnaîtra parce qu'on s'est parlé beaucoup sur Instagram là récemment, c'était pour moi un exemple de réussite en 4e et en 3e. Et on a pas mal parlé, je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as fait après comme études. En fait, elle m'a dit qu'elle a arrêté ses études 2 ans après le bac, elle est devenue infirmière, qui a un job très bien et il n'y a aucun sujet. Sauf que cette personne était passionnée par les mathématiques, était passionnée par l'ingénierie, je me souviens, on en parlait, et elle se moquait de moi quand je lui posais toutes ces questions, parce que c'est vrai que je ressemblais pas à un gamin qui devait s'intéresser à ça, en tout cas à cette époque. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas devenu ingénieur? Je me souviens, tu rêvais de ça, tu adorais les mathématiques, tu demandais au professeur tout le temps comment régler tel et tel. Elle regardait déjà les mathématiques de seconde et de première, alors qu'on était encore au collège. Et elle m'a dit, en fait, moi, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je bosse, il fallait que je soutienne ma famille, il fallait que je sois indépendante très rapidement financièrement. Je ne pouvais pas me permettre de faire des études longues. Donc, dès que possible, j'ai commencé à travailler. Et ça m'a fait beaucoup de peine de me dire, mais en fait, voilà, dans le monde dans lequel on vit, en fait. On est dans un monde où notre passé, en fait, détermine beaucoup notre futur. Et moi, dans le bouquin, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Après, voilà, votre enfance difficile, enfin pas facile. Non, difficile, on peut le dire. Oui, difficile. La vie bascule quand on se retrouve ballotté comme ça dans des foyers insalubres, l'aide sociale à l'enfance. Enfin voilà, c'est un univers que je ne connais pas, mais quand on lit, on comprend que c'est une chambre truffée de cafards. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et puis les petits boulots. Ouais, beaucoup de petits boulots, ouais.
Des petits boulots de revendeur de tout et n'importe quoi. De tout, non. J'ai commencé à revendre des petits objets sur Internet très jeune. Alors, c'est pas des petits boulots, ça c'était mon petit business, on va dire. Première expérience entrepreneuriale à 14-15 ans. Et plein de petits boulots. J'ai été livreur de pizza, j'ai été livreur de journaux, j'ai été caissier dans des grandes enseignes de parfumerie, dans des supermarchés, dans des fast-food. Et puis l'immobilier. Achat de chambre de service. Ouais, chambre de service. On dit pas chambre de bonne, chambre de service. J'ai tout viré dans le livre justement. Beaucoup de gens disent encore chambre de bonne, et c'est assez péjoratif. Moi, j'ai toujours chambre de service. Donc acheter une, puis deux, puis trois, et puis rapidement, le mec il se prend 5000 boules par mois de loyer. À une vingtaine d'années, je gagne pas mal de sous, et donc en fait, je passe d'un étudiant pauvre à l'aide sociale à l'enfance à un étudiant plutôt riche. Et donc pendant pas mal d'années, je dis à personne que mon histoire, que je viens des foyers et des familles d'accueil, et je passe un peu pour un fils à papa, fils à maman qui a de l'argent en fait, mais les gens savent pas vraiment que en fait. Le regard change évidemment dans l'entourage. Le regard change, en fait, je me rends compte que c'est très important l'image qu'on a. Toute ma vie, j'ai eu honte de qui j'étais, de mon passé, de ce que je représentais finalement, et gagner de l'argent tôt a été une manière pour moi de changer cette vision que les gens avaient de moi, ou ce jugement qu'on peut avoir sur des gamins qui font pas des études prestigieuses, qui viennent pas de lycée prestigieux ou de collège prestigieux. Et donc, j'ai vite compris qu'en fait, faut que je gagne de l'argent rapidement. Pour m'extraire de cette condition qui, pour moi, était insupportable et invivable. Et deux, pour également changer, en fait, cette chose auquel on me destinait, ce futur auquel on me prédestinait. Et donc, et la bascule après, c'est quoi? C'est la start-up justement Aircall. Alors, il faut expliquer ce que fait Aircall. Licorne valorisée plus d'1 milliard d'euros, enfin de dollars. Comment tout a démarré? C'est la bascule aussi dans votre carrière, ça? Complètement. C'est la bascule de ma vie. Aircall aura changé ma vie. Vous êtes plusieurs? On est plusieurs. Mais moi, elle me l'a vraiment changé beaucoup, plus que les autres, qui eux étaient issus de familles plutôt bourgeoises, ou enfin familles correctes, qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Mon associé Olivier, lui, avait fait une carrière en consulting avant, donc n'avait pas rien. La voie royale. Lui, il avait fait la voie royale, j'en parle souvent, et c'est pour ça que j'admire autant Olivier, mon associé, parce que lui, c'est Monsieur Parfait, et je l'appelle toujours comme ça, parce qu'il est tellement intelligent, tellement plus intelligent que moi. Alors, Aircall, donc valorisé plus d'1 milliard, c'est quoi ça. Et comment vous montez ça? Comment ça vient à vous? Comment l'idée vous vient? L'idée de base est assez simple, et c'est que fait Aircall, je dis. C'est la téléphonie d'entreprise est compliquée de manière générale, et nous on a essayé de la simplifier, de la rendre cloud. On a été les premiers à mettre le téléphone des entreprises sur les ordinateurs, donc dans un logiciel, et de passer et recevoir des téléphones depuis un casque audio finalement, avec un casque, équiper des call centers, créer les centres d'appel des entreprises via Aircall, là où historiquement ça se faisait avec des postes téléphoniques, avec beaucoup de hardware, donc du matériel finalement. Et donc on a vraiment mis tout ça dans le cloud. On a fait en sorte que, vu que c'est un logiciel, ça s'interconnecte avec l'intégralité de la suite logicielle que les entreprises utilisent déjà. Et ça a fait vraiment le succès de l'entreprise, parce qu'on était un des premiers à faire ça de manière aussi simple, aussi basique que l'installation d'un logiciel sur un ordinateur. Et ça a vraiment plu aux entreprises. On est quand là? On est en 2014. Ouais. Et ça a vraiment plu aux entreprises, surtout l'intégration avec tous les outils métiers que l'entreprise utilise déjà. Et l'évolution est allée avec nous, puisque tous les CRM, tous les outils métiers sont passés dans le cloud 2014, 2015, 2016. Et donc, pour nous, c'était du pain béni, puisque en fait, on a digitalisé l'entreprise et on a digitalisé son poste téléphonique. Et ensuite, avec le Covid, tout le monde a commencé à comprendre que mettre un casque téléphonique, mettre un casque audio devant son ordinateur, c'est pas être un agent de call center. Parce que pour beaucoup de gens, c'était un problème dans les entreprises quand on leur disait « Ah non, vous n'avez plus de poste téléphonique, vous allez mettre un casque et vous allez passer vos appels avec un casque. » Beaucoup de gens disaient « Non mais attendez, mais moi je suis pas dans un call center, moi je suis un manager de telle ou telle business unit. » Pour eux, c'était dévalorisé d'avoir un casque audio. Alors que moi, toute ma vie, j'ai eu un casque audio sur mes oreilles et je trouve ça plutôt pratique d'avoir mes deux mains libres et de pouvoir taper au lieu d'être comme ça. Et donc, beaucoup de choses sont allées dans notre sens, et l'avènement de l'IA, où nous,
En 2018-2019, on commençait déjà à transcrire les appels, on commençait déjà à essayer d'analyser les appels. 2021-2022, tout ça, on a accéléré sur l'IA. Maintenant, avec Aircall, on résume vos appels téléphoniques, on vous dit ce qui s'est dit pendant l'appel téléphonique. Vos gros clients. C'est toutes les PME, enfin beaucoup de PME, j'aime pas dire de nombre d'employés, mais ça peut aller de 10 à 5000 employés sur Aircall. Qui passent des appels à longueur de journée, que ce soit des services commerciaux ou des services clients, qui sont les deux principaux hubs d'utilisateurs d'Aircall, mais ça peut être aussi toutes les fonctions administratives. Tout ça est rentable, hein. C'est une des rares licornes. C'est toujours une licorne en termes de valo. Bah oui, bien sûr. On a fait plus de x3 depuis, en termes de chiffre d'affaires. Depuis. On est sur combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? On est sur près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. L'entreprise est rentable depuis fin 2023, avec une équipe très solide dans le monde entier, puisqu'en fait Aircall, c'est 15% de son chiffre d'affaires est en France seulement. Ouais. Le reste est divisé entre les États-Unis, l'Océanie, enfin alors je dis Océanie, l'Asie-Pacifique et l'intégralité de l'Europe. Et donc on est une boîte française, mais mondiale dans son Combien de salariés? Aujourd'hui, c'est à peu près 700 salariés dans le monde. Ouais. Et vous êtes quoi d'ailleurs aujourd'hui? J'ai lu que vous avez pris un petit peu vos distances avec Aircall. Oui, j'ai quitté l'opérationnel donc vous êtes début 2024. Aujourd'hui, je suis un actionnaire heureux de ma société. Ouais. Je reste impliqué dans tout ce qui est stratégie, etc. Mais je ne suis pas dans l'opérationnel au jour le jour. Ce qui vous occupe aujourd'hui, c'est votre... ma foncière. Empire immobilier, voilà. Foncière. C'est ma foncière, hein, c'est plus qu'un empire parce que c'est vraiment... C'est 100 millions d'euros, j'ai vu, d'actifs, c'est ça? Ouais, un peu plus de 100 millions d'euros d'actifs même, avec essentiellement une stratégie autour de l'hôtellerie, où on achète des biens dévalués, on les rénove. Et on en fait comme les chambres de service. C'est les chambres de service c'est l'évolution. En plus grand. C'est l'évolution. C'est un peu, on me dit souvent, tu joues au Monopoly. Bah, c'est marrant parce que le Monopoly, c'est mon jeu préféré depuis que je suis gamin. Évidemment. Et donc, j'ai envie de le recréer en vrai. Et Aguesso Capital, c'est aussi un fonds où des particuliers peuvent investir à mes côtés, avoir les mêmes rendements que moi, des rendements de 10 à 15%. Par an? Par an, ouais. Et on a déjà fait pas mal. Vous transformez donc des hôtels? Des hôtels, des bureaux, des immeubles d'habitation qu'on retransforme, qu'on repense. Moi, je suis passionné en hôtel, pas spécialement. Alors, l'hôtellerie, c'est une de nos business units, qui est un peu la business unit principale et phare, dans le sens où c'est les biens qu'on garde sur le long terme. Sur le long terme, on garde que nos hôtels. Mais sur le court terme, on achète des bureaux, on achète de l'habitation, qu'on rénove, qu'on revend à la découpe, etc. C'est une activité d'investisseur assez traditionnelle et c'est surtout dans toutes ces business units qu'on a parfois des investisseurs qui viennent à nos côtés investir et donc avoir des beaux rendements comme nous on propose. Je vous lis, j'ai très tôt compris que travailler plus aujourd'hui signifie vivre avec abondance demain. La réussite appartient à ceux qui osent prendre des décisions difficiles, à ceux qui affrontent l'inconfort avec la certitude que les résultats en vaudront la peine. C'est ça votre conviction profonde? C'est ça. En fait, je pars du qui a été un moteur? Bah oui, parce qu'en fait, toute ma vie, moi, je voyais mes copains et copines qui pensaient qu'à leur plaisir au moment présent. Donc, partir en vacances toutes les vacances scolaires, je parle quand on était étudiant, mais même après, mais partir en vacances un maximum, les week-ends les consacrer que à du bonheur, finalement à profiter, les soirs et les week-ends, le soir, aller boire des verres avec des copains, faire des after-work ou je ne sais quoi. Là où moi, ça n'a pas été ça. Moi, du lundi au vendredi, je suis invisible, je n'existe pas. Encore aujourd'hui? Au travail, encore aujourd'hui. C'est un choix, c'est de me dire, quand je travaille, comme un asset, vous ne profitez pas de la vie? Je profite de la vie à des moments où je décide que c'est important d'en profiter. Le soir, typiquement, le soir, mes week-ends surtout, j'en profite, je vois mes amis. Les vacances, j'en prends suffisamment pour que mentalement je sois bien aussi. Alors là, soyons honnêtes, depuis un an, j'essaye d'en prendre un tout petit peu plus des vacances. Ah, ça y est, ils sont bourgeoises. Un petit peu, non mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il faut travailler bêtement 15 heures par jour. Comme un âne. Il bosse 15 heures par jour, le gars. Il bosse encore 15 heures par jour. Et j'adore ça. Et j'en suis fier parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. En revanche, il ne faut pas rentrer dans le burn-out. Il ne faut pas rentrer dans la chose où on travaille sans savoir où on va. Moi, j'ai toujours travaillé avec conscience et en me disant, ce que je fais, je le fais parce que je sais que ça permet d'accélérer mon produit, mon business. Ça me permet d'aller plus loin. Et donc, c'est cette manière que j'ai de finalement de m'extraire de
du quotidien, c'est de travailler plus pour un jour peut-être prendre du temps pour moi et faire des choses que oui, j'ai peut-être perdu. Vous n'avez pas l'air malheureux quand même. Je ne suis pas du tout malheureux, au contraire. Vous êtes toujours su que vous ne vouliez pas être salarié? Ouais, toujours. C'est vrai? Toujours, mais en fait... Donc on est entrepreneur, on ne devient pas? Non, je ne pense pas qu'on naisse. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est qu'on le devient par la force des choses, parce qu'on ne rentre pas dans les cases des autres. Moi, en tant que salarié, parce que j'ai été salarié comme tout le monde, j'ai fait des stages, j'ai été salarié quand j'étais étudiant et que je faisais des jobs étudiants. Je rentrais dans aucune case. Quand on me disait de faire ça, moi j'avais toujours l'impression qu'il y avait une meilleure manière de le faire. J'étais pas heureux dans le fait qu'on me dise « fais comme ça » parce qu'on a défini le process, il est comme ça. Et moi j'avais, et à tort ou à raison, hein, mais j'avais toujours envie de repenser les choses. Et donc je rentrais pas dans les cases. Mes directeurs, enfin mes boss comme on dit, m'inspiraient pas. Je voulais pas être comme eux. Leur vie ne me plaisait pas et je me disais mais leur ressembler un jour, c'est pas ce qui m'attirera. Et je pense que c'est important aujourd'hui quand on travaille pour quelqu'un ou que quelqu'un nous manage, qu'à minima cette personne nous inspire. Et moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en tant qu'entrepreneur et tous mes direct reports chez Aircall, je pense qu'ils en témoigneront, c'est qu'ils aimaient travailler pour moi parce que j'essayais de leur montrer que c'était possible d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et je suis assez fier de le dire, hein, et je crois que j'en parle rapidement dans le livre. En 10 années d'Aircall, j'ai aucun de mes direct reports qui est parti chez un concurrent. Aucun. Ils sont partis créer leur société. Et ça, c'est la plus grande des fiertés qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Sauf si c'est une boîte concurrente. Sauf si c'est une boîte concurrente, mais c'est jamais arrivé. Bon, c'est aussi un livre pour motiver tout le monde, les jeunes notamment, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais les moins jeunes aussi. Ouais. Je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, de mères de famille, de pères de famille, qui me disent « ça me donne envie d'aller plus loin, ça me donne envie de repartir 10 ans en arrière et de prendre les risques que j'ai jamais osé prendre. » Et j'ai même quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « en ayant lu ton livre, j'ai quitté mon boulot. » Et j'ai lancé. Et je suis au chômage et je te remercie. Non, et il a lancé sa société. Il était charpentier. Il te reconnaîtra, c'est marrant parce que je lui ai répondu. J'essaie de répondre de temps en temps aux personnes sur les réseaux sociaux. Il était charpentier et il s'est rendu compte qu'en fait, il faisait le travail d'un entrepreneur finalement, mais pour quelqu'un d'autre. Et il s'est mis à son compte. Pour le faire lui-même. Pour le faire lui-même. Jonathan Angloff, votre histoire prouve que l'origine sociale ne détermine pas nécessairement la réussite et en même temps, votre parcours est exceptionnel, est une exception dans le monde des startups. Voilà, j'ai dit tout et son contraire. Gentil. Non mais c'est vrai, en même temps, c'est pas la norme, mais ça vous rester un cas. C'est aussi pour ça que je l'écris ce livre, parce que je me suis rendu compte que dans on va dire les licornes françaises, peu venaient d'un milieu comme le mien. Aucun, si je dois être honnête, aucun. Est-ce que ça change un petit peu? Ça change tout. Si on regarde les licornes est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de changer ça? En tout cas, les gens veulent s'extraire. Hein. Aujourd'hui, les gens veulent s'extraire et c'est pour ça que j'essaie de communiquer, moi, sur les réseaux sociaux là-dessus, à motiver les gens, à raconter l'histoire, à raconter le beau, mais surtout le moins beau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter les doutes, les échecs. Oui, les galères. On en a assez parlé d'ailleurs, des doutes, des échecs, des galères. Non, on n'en parle pas assez, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de sa Ferrari et de sa Lamborghini. Et ça, c'est nul. On s'en fout, quoi, que tu aies une belle caisse. Ce qui nous importe, c'est... Bon, il a une belle caisse quand même, non? Qui? Lui. Hein. Vous? Moi? Non. Même pas? Oui, si, j'ai de belles choses, j'ai un bel appartement. Parce que en fait, vous faites comprendre, vous semblez être un des rares multimillionnaires qui n'est pas spécialement matérialiste. Je me suis dit, mais il a comme une hein? Non, mais je ne suis pas du tout matérialiste et je suis assez fier de le dire. Je me suis fait cambrioler 3 fois. 3 fois, je me suis fait cambrioler dans ma vie. Et les 3 fois, ils sont repartis avec rien. Parce que c'était bien caché. Hein. Non, mais une fois, ils sont repartis avec toutes mes écharpes. C'est pour dire à quel point il n'y avait vraiment rien à voler. J'ai rien. Et je pars du principe que je suis heureux avec ça, donc pourquoi s'obliger à avoir plein de choses, à avoir plein de signes extérieurs de richesse? C'est pas votre truc. Moi non, c'est pas mon truc. Et dans le livre, j'en parle pas mal, c'est que
il faut apprendre à vivre avec peu et être heureux avec ce qu'on a. Et moi, si demain je devais revenir en arrière, je pense que je serais aussi heureux qu'aujourd'hui. Et c'est ça le principe de la vie. Vous dites d'ailleurs avoir conservé des réflexes de pauvre tout en étant riche aujourd'hui. Réflexe de pauvre, donc ce que vous dites, je vous cite, toujours finir son assiette, éteindre la lumière de votre grand appartement parisien. Ça, c'est un truc qui... Ça reste, ça reste en moi. Laisser une lumière allumée, c'est un truc, ça me prend au cœur. Parce que c'est du gâchis. Je pense à tous ces gens qui n'ont peut-être pas d'électricité. Là, j'étais récemment au Maroc pour aider des personnes dans des villages. Et je parlais avec cette femme qui me disait qu'elle n'a jamais connu l'eau chaude. Et voilà, nous, en France, c'est normal d'avoir de l'eau chaude. Et à chaque fois que j'éteins pas la lumière, je me dis, j'ai peut-être une personne dans le monde qui aurait aimé avoir de la lumière ou qui aurait aimé pouvoir se chauffer avec de l'eau chaude. Donc, en fait, gâcher, c'est bête. Donc, non, j'essaye de ne pas gâcher. Les droits de ce livre n'iront pas dans votre poche. Non, parce que... Pas dans la mienne non plus. Non. Mais... Non, ils iront pour des enfants, pour des associations qui s'occupent d'enfants, qui essayent d'aider des enfants. Parce que, en fait, je trouve que l'enfance a besoin d'aide. On est dans un pays qui a fait beaucoup de choses pour l'enfance. La méritocratie républicaine française, vous n'y croyez plus? Si, j'y crois, mais elle est difficile. Il faut dire ce qui est. Moi, je suis un enfant de la nation. Je suis un pupille de la nation. Ma mère est décédée, j'ai grandi sans père, j'ai été élevé à l'aide sociale à l'enfance. Donc, en fait, on m'a aidé pour être ce que je suis. La réalité, c'est que 50% des gamins issus de l'aide sociale à l'enfance finissent SDF. Ça, c'est une statistique, moi, qui me fait froid dans le dos. Donc, si le peu de sous que rapporte un livre peut aider des gamins, et moi, je le fais aussi de mon côté. Il y a certains gamins que j'aide moi individuellement. Si ça peut les aider, et si un jour un autre gamin de l'aide sociale à l'enfance pourrait écrire un livre en disant « Moi aussi, j'ai créé une licorne », moi, ça serait le plus beau des cadeaux que ça pourrait faire. Et si la France pouvait prendre un peu plus d'exemples là-dessus et de pousser les entrepreneurs à continuer à entreprendre et à faire briller la France, au lieu de parfois essayer de les taxer et de les dégoûter d'entreprendre, ça serait bien. Bon, ça ne va pas empêcher d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Jonathan Angloff, donc, fondateur d'Aircall et d'Aguesso Capital dans l'immobilier. Rien à perdre aux éditions Alizio. Merci, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci à toi. Au revoir.